Fake news de Libération, les décodeurs du Monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et je vous rappelle qu'il est très important que vous vous abonniez à la nouvelle chaîne YouTube dédiée à Immédiat, Immédiat TV Liberté. Au sommaire, cette semaine, nous verrons d'abord que les journalistes de quotidien se muent volontiers en auxiliaires de police anticatholiques. Nous analyserons ensuite le phénomène médiatique de ces derniers jours, le documentaire Hold Up. Puis nous reviendrons sur l'actualité médiatique de la semaine dans la revue de presse. Enfin, nous nous intéresserons à la mobilisation des partisans de Trump qui se poursuit malgré le mépris des journalistes français. Immédiat numéro 323, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, c'est cette magnifique délation journalistique de la part des équipes de Quotidien en marge d'un rassemblement de catholiques réclamant le retour de la messe. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas d'intervention des forces de l'ordre, du coup on est retourné les voir pour savoir ce qui était autorisé ou non. Pour refaire la suite à la discussion, là ils ont prié. Oui, j'ai pas... Ils viennent de prier. Ah bon? Excusez-moi, j'étais au téléphone. J'ai pas vu les mains jointes. Moi, j'étais en ligne, je peux pas vous dire. Bon, on a entendu à nouveau des prières et cette fois-ci le commissaire prend des photos. Du coup, on est allé le revoir. Oui, d'accord. Techniquement, ça y ressemble. Alors, est-ce que c'est de l'ordre de la revendication? Elle est tout à fait charmante, cette Sophie Dupont. Elle exprime finalement une réalité que le pouvoir médiatique est le premier pouvoir et que la police doit se mettre au service de la police de la pensée. C'est parfait. Alors, l'attitude du policier, du commissaire de police est assez intéressante parce que malgré tout, il est gêné. Il est gêné. Pourtant, il a une balance devant lui, donc pour les policiers, les balances, c'est souvent utile. Mais malgré tout, il est gêné, il est digne d'ailleurs. Ouais. Voilà. Bon. Ouais, c'est vrai qu'elle en fait tellement de zèle que ça a dû un peu le déranger, hein, clairement. Et ces images, elles ont dérangé pas seulement le commissaire de police, mais aussi certains, même journalistes plutôt de gauche. On a par exemple Stéphane Jourdain, qui est rédacteur en chef numérique de France Inter, qui a tweeté « Gênante ces images d'une journaliste de quotidien qui signale une infraction à des policiers, journalistes ou auxiliaires de police. » Donc, ça a été un ensemble de réactions un petit peu comme ça, et qui ont peut-être provoqué, alors, on ne va pas dire des excuses, mais des explications sur le plateau de Quotidien. On va regarder ça tout de suite. Ce sujet a provoqué beaucoup de réactions. La fachosphère s'est enflammée. Mais ce soir, je voudrais m'adresser aux téléspectateurs de confession catholique qui ont l'habitude de nous regarder et qui ont pu être gênés ou blessés par ce reportage. Face à face donc des catholiques qui veulent vivre leur foi et des policiers qu'on a sentis un peu perdus, on s'est mis à leur place. D'un côté, leur ministre qui leur demande de montrer les muscles, mais de l'autre, des manifestants qui respectent les distances de sécurité, qui portent tous le masque et qui viennent tranquillement en famille manifester. C'est donc cette absurdité que nous avons voulu mettre en image. Alors encore une fois, notre volonté était de montrer l'absurdité de la situation actuelle et non pas de stigmatiser les catholiques. Merci Sophie. Et puis le sujet était très bien. Et puis on est désolé si certains catholiques ont pu se sentir blessés, c'était absolument pas le but. Et pour les fachos qui nous traitent de collabos... C'est rare que Quotidien, qui est quand même au quotidien un grand pratiquant de délation, de dénonciation, de pratiques quand même de manipulation, là, ils font un petit peu marche arrière. C'est vrai que l'image est forte. Parce que c'est le journaliste en balance, mais bon, c'est pas la première fois que les journalistes font les balances, bien sûr, mais là,
Ouais, c'était grossier. Là c'est grossier, quoi, voilà. Et donc, ça gêne ses confrères, quoi. Ils préfèrent faire ça plus discrètement. Toujours en accusant la fachosphère, bien entendu. Ah, si la fachosphère n'existait pas, il faudrait l'inventer, Nicolas. Passons au premier sujet, hold-up, colère, approximation et arrogance médiatique. C'est un documentaire sur la crise du Covid-19 long de près de 3 heures qui a explosé tous les records de diffusion et de critique aussi. Les médias se sont ligués contre Hold Up, ce documentaire qu'ils ont allègrement qualifié de complotiste, tandis que des millions de Français ont visionné cette vidéo sulfureuse. Jean-Yves, c'est certainement l'objet médiatique le plus explosif de la semaine et nous l'avons regardé. Quel est votre avis sur ce fameux documentaire Hold Up ? Eh ben, moi, je pense que c'est un documentaire utile. C'est un documentaire imparfait, bien sûr, où il y a peut-être des choses contestables, mais c'est un documentaire utile. Pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, la preuve qu'il est utile, c'est qu'il est censuré. Donc, ça prouve qu'il a fait mal quelque part. Parce que nous vivons depuis maintenant 9 mois dans ce qu'il faut bien appeler un délire sanitaire, où tout est dit par les uns, par les autres, de manière non établie. Et qu'au fond, avoir un contre-point de vue est intéressant. Quand je dis tout est dit de manière non établie, c'est vrai de tous les experts qu'on a vus défiler dans les principaux médias depuis 9 mois, c'est vrai aussi de nos gouvernants. Le président Macron, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, nous a dit le 15 novembre, quel que soit ce qu'on fasse, on sera à 9000 personnes en réanimation. Eh bien, c'est faux, puisqu'on n'a pas atteint le pic des 5000 personnes en réanimation pour le Covid. Alors, bien sûr, Santé publique France a changé la manière de présenter ses statistiques. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus directement, comme on trouvait avant, le chiffre des personnes en réanimation à partir du moment où il a commencé à baisser. Le président Macron, toujours lui, a annoncé qu'on pourrait avoir 400 000 morts. Bon, aujourd'hui, on est un peu au-dessus d'un peu plus de 500 morts par habitant, et les pays qui ont des résultats à peu près comparables à la France sont entre 500 et 700 morts par habitant. Beaucoup d'autres pays ont moins de morts. Il faudrait qu'il y ait 10 fois plus de morts. On n'a vu ça nulle part, y compris dans des pays dont on nous dit qu'ils ont très mal géré la crise, comme les États-Unis ou le Brésil, ou des pays qui n'ont pas confiné, comme la Suède. Donc, à partir du moment où la parole publique, où la parole des experts dit n'importe quoi, c'est assez logique qu'un documentaire essaye de présenter les choses différemment, avec peut-être aussi des incertitudes, bien sûr, ou des imperfections. J'ajoute que ce documentaire, il fait parler de prix Nobel, il fait parler des professeurs de médecine, il fait parler des généticiens, il fait parler des anthropologues. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, forcément. C'est pas parce qu'on est prix Nobel qu'on dit quelque chose de forcément juste. Mais c'est valable pour les experts, ma remarque distanciée en quelque sorte, est valable pour les experts de Hold Up, mais aussi pour les experts qui s'expriment dans les médias mainstream. Alors, Jean-Yves, on a regardé le documentaire et vous avez donc voulu insister en premier lieu sur le côté positif et donc vous avez sélectionné plusieurs extraits. On va regarder le premier avec la réaction d'un anthropologue au fameux « Nous sommes en guerre » d'Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Le premier ennemi de la guerre, c'est la vérité. Et dès qu'un dirigeant utilise des métaphores guerrières, ça devrait vraiment nous mettre la puce à l'oreille, parce que c'est systématiquement annonciateur d'un abus d'autorité. Et ce que l'histoire récente montre, c'est qu'à chaque fois qu'on a passé des législations d'exception pour faire face à une menace de quelque chose contre quoi on était en guerre, ces législations ont perduré bien après. Cet anthropologue dit quelque chose de très juste. Guerre égale mensonge de guerre égale bobard de guerre. D'ailleurs, le mot bobard s'est répandu dans le vocabulaire français à l'occasion de la guerre de 14, où il y avait, comme dans toute guerre, beaucoup de bobards. Et quand Macron tient un discours guerrier, il prépare un discours de mensonge.
Alors, autre extrait que vous avez sélectionné, c'est ce retour sur la fameuse étude du Lancet sur l'hydroxychloroquine, analysée dans le documentaire Hold Up par Philippe Douste-Blazy. Là, les moyens sont incroyables. On prend le sein du sein, c'est-à-dire le Lancet. Une génération comme la mienne, publié dans le Lancet, c'est la Légion d'honneur, quoi. C'est-à-dire, c'est énorme. Et donc, là, brutalement, on voit dans le Lancet que l'hydroxychloroquine, non seulement ne marche pas, mais est extrêmement dangereuse. Et là, je m'aperçois bizarrement qu'il y avait autant de fumeurs en Afrique qu'en Europe, autant de diabétiques aux États-Unis qu'en Afrique et en Europe, et ça, c'est impossible. Et en fait, lorsque vous faites une étude, vous confiez vos données à une boîte statistique qui fait des statistiques. Bien, cette boîte était fake, était fausse, elle n'existait pas. Et j'espère que la justice américaine ira jusqu'au bout. Qui a payé cette étude? Qui est derrière? C'est un scandale monstrueux. Alors ça, c'est une étude absolument incroyable, parce que le Lancet, c'est la revue scientifique médicale la plus réputée, mais il est assez peu fréquent qu'une étude d'une revue médicale fasse le tour du monde en quelques heures et fasse l'ouverture des JT en France. C'est pourtant ce qui s'est passé. Donc cette étude a été infiniment promue, alors qu'il suffisait de la regarder un quart d'heure. Je le dis parce que je l'ai fait, on en a parlé lorsqu'elle est parue il y a à peu près 6 mois. Il suffisait de la regarder un quart d'heure, pour voir qu'il y avait des aberrations statistiques. Douste-Blazy d'ailleurs cite il n'y a pas les mêmes taux de fumeurs en Afrique, en Amérique et en Europe. Il n'y a pas non plus la même répartition raciale en Europe et en Amérique. Il n'y a pas la même répartition des comorbidités. Et donc, il suffit de regarder ça pendant un quart d'heure pour voir que c'était faux. Mais les gens de l'AFP et les grandes agences l'ont diffusé massivement et tout le monde l'a repris. Après, on a dit... non, excusez-nous, c'était une erreur, l'étude n'est pas sérieuse, on la retire, mais le mal était fait. Et d'ailleurs, le gouvernement français a pris un décret interdisant l'usage de la chloroquine à la suite de cette étude et ne l'a pas retiré après avoir constaté que cette étude était bidon. Plus que bidon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans ce reportage Hold Up, qui a beaucoup de défauts, mais on a au moins sur cette question-là un traitement qui est intéressant parce que les médias se sont bien gardés d'étudier en profondeur cette question de l'étude bidonnée du Lancet qui honnêtement est très problématique pour tout le monde, donc on a préféré la passer un petit peu sous le tapis, on va dire. Mais si vous voulez, c'est le bobard, c'est quand même le grand bobard, l'un des grands bobards Covid, on va dire. Oui, ça c'est clair. Alors, vous parliez du rôle de l'AFP, bien justement, le documentaire Hold Up revient sur le rôle des 3 agences de presse. Cette situation de verrouillage n'aurait jamais été rendue possible sans la participation des 3 grandes agences de presse mondiales. Ce sont elles qui informent le monde. Moins de 10 000 personnes qui vont donner le là à toutes les télévisions du monde, à toutes les chaînes d'information. C'est de l'AFP que partira le 22 mai sur tous les écrans du monde l'étude bidonnée du Lancet qui allait enterrer l'hydroxychloroquine. Oui, alors ça c'est quelque chose de très juste quand ils disent qu'il y a 10 000 personnes, les grandes agences, AFP, Reuters, AP, qui décident ce que le monde entier doit penser. Ils l'ont fait sur l'étude du Lancet, ils l'ont fait de manière assez globale sur le Covid, ils l'ont fait aussi sur l'élection américaine, puisqu'ils ont proclamé Joe Biden élu, alors qu'il est aujourd'hui, il n'est toujours pas officiellement proclamé élu, et s'il l'est, ce qui n'est pas certain, ce qui est possible mais qui n'est pas certain, ce ne sera pas avant le 14 décembre. Et donc il y a 3 agences de presse qui décident pour le monde entier. C'est tout à fait extravagant. Extravagant. Et dernière vidéo sur l'immunité médiatique de ces experts qui se sont tant trompés. En période d'incertitude, l'information négative est prise avec avidité par les gens parce qu'on ne peut pas risquer de ne pas prendre en considération une information négative. Ils ont beau s'être trompés sur toute la ligne depuis le début, ils sont toujours là. Si quelqu'un avait dit quelque chose de positif et que l'épidémie était réellement arrivée, cette personne serait vouée aux gémonies et se serait discréditée totalement
Là, ils disent tout ce qu'ils veulent, ils ne sont jamais discrédités. On ne leur dit plus rien. Donc, si vous voulez, ils ont tout à gagner à être dans cette posture-là. Mais, si vous voulez, le fait de se tromper pour un expert est plutôt un atout pour revenir. Parce que s'il s'est trompé, c'est qu'il a dit ce qu'on attendait de lui qu'il dise, et puis on lui pardonne ses erreurs. Et il y a le fait, effectivement, que c'est plus facile de se tromper, moins pénalisant de se tromper en étant alarmiste qu'en étant rassuriste. Le rassuriste est beaucoup plus exposé à la critique que l'alarmiste, donc les experts ont fini par comprendre, au fond, ce qu'on attendait d'eux et ce qui était profitable à la suite de leur carrière universitaire ou médiatique ou pharmaceutique, je ne sais pas. Alors, ce documentaire ne comporte pas uniquement des points positifs, loin de là, puisqu'il y a beaucoup d'approximations et de mensonges. On va revenir sur quelques extraits pour le prouver. Commençons par cet extrait. Ces courbes appartiennent à l'INSEE. Elles correspondent au nombre de morts total en 2018, 2019, 2020, de mars à septembre. Le virus a donc particulièrement sévi du 15 mars au 15 avril, période où nous étions tous confinés grâce à une mesure historique censée ne pas faire apparaître cette courbe. Alors, on le rappelle, Jean-Yves, il y a un délai de 3 à 4 semaines entre la contamination et le décès éventuel dû au Covid. Il est donc très malhonnête de déclarer, comme le fait la voix off de ce documentaire, que le confinement avait été mis en place spécifiquement pour éviter la courbe de surmortalité que l'on voit et qui n'aurait donc pas dû apparaître, selon cette voix off. Cette courbe elle concerne bien entendu des personnes qui ont été contaminées avant la mise en place du confinement. Oui, alors il y a l'effet décalage, et l'objectif du confinement était d'éviter que la courbe monte davantage. Bon, évidemment, on ne sait pas si ça a été le cas ou pas, parce qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent de le dire. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est très difficile de mesurer les choses. Sur le deuxième confinement et le couvre-feu et le deuxième confinement, effectivement, les courbes se sont infléchies après la décision, mais elle commençait à s'infléchir avant la décision. Alors, est-ce qu'il y a une causalité ou il y a une corrélation, puisqu'on voit ça fonctionne en même temps, mais est-ce que c'est une causalité ? C'est pas certain. Il peut y avoir d'autres causes, notamment tout simplement la température. Et d'ailleurs, on voit que les courbes dans les pays européens ont été de même type, pas forcément de même hauteur, ont été de même type, quelles que soient les politiques suivies. Donc il n'est pas absolument certain que ces politiques de confinement soient efficaces. C'est un sujet, en tout cas, qui mérite d'être prudent dans un sens comme dans un autre. Et juste après cette séquence sur la courbe, sur la surmortalité, on voit un autre cas de manipulation, plus discret, mais donc plus pernicieux presque, avec donc le sujet des cas. Mais la nouveauté depuis cet été, c'est une épidémie de cas positifs, avec des tests qui, eux, sont tout sauf fiables. Alors ici, Jean-Yves, le commentateur déclare que les tests sont tout sauf fiable. C'est une affirmation péremptoire qui n'est appuyée que par une critique et qui peut s'entendre sur le fait que certains tests auraient une amplification de cycle qui ferait apparaître des cas qui n'en seraient pas vraiment. Mais on est sur, sans doute, une minorité. En tout cas, il est absolument impensable, impossible d'affirmer que l'entièreté des tests est tout sauf fiable. C'est une petite manipulation, une petite malhonnêteté. Voilà. Alors, par contre, ce qui n'est pas très honnête non plus de la part du gouvernement ou des autorités sanitaires, c'est de ne pas préciser si tous les tests sont comparables. Parce que si on a changé l'instrument de mesure entre les premiers tests, notamment en faisant tourner davantage de cycles, si on a changé l'instrument de mesure entre les premiers tests et les tests actuels, eh bien, ça biaise le résultat. Ce serait plus honnête de le dire. Il faut voir que la dissimulation qu'il y a dans les services publics, dans les statistiques publiques, dans les informations publiques, c'est ça qui nourrit le doute. C'est ça qui nourrit le doute. Complètement. Mais la dissimulation du gouvernement n'oblige pas à manipuler par ailleurs ou à être, on va dire, dans une erreur par omission. Plus loin dans la vidéo, voici un pharmacologue qui assure, en présentant des éléments prétendument factuels, que le virus a été créé par l'Institut Pasteur. Par qui a été fabriqué ?
Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur. Pour le professeur, aucun doute. Le virus est bien sorti de l'Institut Pasteur avant d'être envoyé à Wuhan ou ailleurs. Le coupable de la Covid-19 a bien été trouvé. En réalité, Jean-Yves, sa démonstration est erronée. Ça a été prouvé à maintes reprises, notamment par l'Institut Pasteur elle-même, qui a montré que les documents en question n'avaient pas de lien avec le virus. Malgré tout, on voit que dans ce documentaire, malgré des éléments factuels qui démontent cette idée-là, eh bien, il n'y a pas de voix off qui met en perspective, qui donne le contexte. C'est de la manipulation. Alors, il y a sur l'affaire de l'origine du virus, la sortie du virus dans le monde entier, il y a une guerre de l'information. Il y a une guerre de l'information qui a été livrée dans un premier temps, sans doute par la Chine, pour expliquer que c'était le pangolin. Ça, c'était un côté sympa, le pangolin, ça faisait parler, quoi, voilà. Ensuite, il y a eu des points de vue qui ont mis en cause, effectivement, l'Institut Pasteur, qui a installé le laboratoire de Wuhan. Il y a cette photo que moi j'ai mis du temps à prendre pour vrai et qui est évidemment vraie. On voit le Premier ministre Cazeneuve et le directeur de l'INSERM de l'époque, le mari de Madame Buzyn, inaugurer le laboratoire de Wuhan. Et puis il y a eu une contre-attaque qui a mis en cause l'origine américaine, en disant mais non, le virus s'est répandu, il venait d'Amérique et il s'est répandu à l'occasion des Jeux Olympiques militaires qui ont eu lieu à Wuhan au mois d'octobre ou novembre de l'année dernière. Donc il y a une bataille de l'information. Pour le moment, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que dans un premier temps, on a expliqué, notamment en mars-avril, que toutes les hypothèses sur une source humaine, en quelque sorte, du virus, travaillée en labo, c'était du complotisme, alors qu'aujourd'hui, c'est une hypothèse acceptée parmi d'autres. Est-ce que c'est une évolution naturelle, un franchissement naturel de la barrière des espèces? Est-ce que ça a été créé en labo et où? C'est un débat. Alors c'est vrai que là, le reportage prend une position extrêmement tranchée, qui est fausse, qui est erronée. Extrêmement peu solide, on va dire. Voilà. Ouais, surtout qu'à la limite, qu'on entende quelqu'un qui défende ce point de vue, bon, pourquoi pas à la limite, mais il faut absolument mettre en perspective et dire que cette information, elle est fausse, mais pourquoi pas ouvrir le débat sur l'histoire de l'origine dans un autre laboratoire, éventuellement. Mais bon, là, c'est vraiment de la manipulation. Et il y a également une manipulation, celle concernant les propos tronqués de Laurent Alexandre, dans une conférence qu'il fait. Des extraits qui sont coupés et qui sont présentés à une sage-femme qui est légitimement choquée par les extraits qu'elle entend et qui semblent honteux. Oui, écoutez, le docteur Alexandre, là, le reportage lui fait le coup du détail. Voilà. C'est-à-dire que vous sortez une phrase d'un contexte beaucoup plus général. C'est ce qui a été fait à l'Open il y a plus de 30 ans et il s'en est jamais sorti. Voilà. On sort une phrase, effectivement, la phrase présentée comme telle est extrêmement choquante. Elle l'est moins remise dans un contexte plus global. Je précise, dans le contexte, Laurent Alexandre précise bien que il faut absolument éviter ça, que c'est une vision cauchemardesque, etc. Non, il le oui. Alors, qu'il le pense ou pas, c'est pas la question. C'est que la présentation faite par les présentateurs de Hold Up à cette sage-femme qui se retrouve choquée, elle est malhonnête. C'est coupé. Oui, mais alors, si vous voulez, le docteur Alexandre, qui est docteur d'un côté et nargue de l'autre, qui parle devant des polytechniciens, la manière dont il le fait, c'est un changement de paradigme par rapport à la culture française. La culture française, et au-delà de la culture européenne, c'est que les élites sont au service du peuple. Et là, les élites, elles sont plus au service du peuple, dans la logique du docteur Alexandre, qui s'adresse aux polytechniciens, qui est énarque. Les élites, elles sont au service d'une logique transhumaniste et au service d'une superclasse mondiale. Voilà. Et simplement, il dit, faut quand même ménager les petits. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Il le dit quand même beaucoup plus fortement que ça. Ouais, enfin, si vous voulez, je comprends que ça puisse choquer, même si moi, le docteur Alexandre, je trouve qu'il est assez intéressant, il est stimulant. Bon, le docteur Alexandre s'était totalement planté sur le Lancet. Oui. Totalement planté sur le Lancet. Je suis d'accord, Jean-Yves. Le docteur Alexandre, c'est un surdoué.
il est très intelligent. Si moi j'ai mis 15 minutes à voir que c'était faux, lui pouvait le faire en 3 minutes. Voilà. Hein, donc, vous êtes en trait bleu sur la fameuse carte. Oui, non. Bon, non, mais Jean-Yves, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, les propos sont troqués et c'est une manipulation. Oui, absolument. Une manipulation. Mais ça, c'est tous les jours dans les médias. Hein, je veux dire. Là, ça, le reportage utilise une technique qui est utilisée absolument tous les jours sur tous les médias. Alors, on ne va pas s'en indigner spécialement. C'est pas bien, nous, c'est pas ce qu'on fait. Voilà. Hein, voilà. Alors, Jean-Yves, on a vu un petit peu les points positifs, les points négatifs. Quelles ont été les réactions médiatiques à ce reportage Hold Up ? Il y a deux choses. Il y a une avalanche de critiques, de gens qui n'ont pas dû le voir d'ailleurs. Hein. Nous, on a pris la peine de le regarder, d'ailleurs, c'est intéressant. Par le montage, par la méthode aussi, indépendamment du contenu. Et puis alors, il y a surtout le mépris. Le mépris. Ce reportage a été vu, je crois, dans un premier temps par plusieurs millions, peut-être 6 millions, 7 millions de personnes, avant d'être censuré. Et il y a un mépris pour les gens qui l'ont regardé. Alors vous savez, c'est un mépris. Moi, dans les gens qui l'ont regardé et qui l'ont apprécié, je connais à la fois une champouineuse et un inspecteur général des finances. Donc, vous voyez, c'est assez large comme spectre social. Il y en a, le deuxième devrait plutôt être sur la ligne de Monsieur Alexandre, mais il ne l'est pas. Alors, vous parliez de mépris et d'accusations de complotisme qui ont un peu fleuri. Sur le plateau de Célébdo, Rudi Reichstadt, président de l'Observatoire du complotisme, était invité. À un moment, il faut rétablir un certain équilibre entre les professionnels de l'information, qui sont tenus à un certain nombre d'obligations, y compris légales, lorsqu'ils informent le public, et des gens qui sont des entrepreneurs de politisation conspirationniste, des falsificateurs réellement, et qui ne sont jamais comptables de ce qu'ils diffusent dans l'espace public. À un moment, cette asymétrie-là, il faudra qu'on la règle, peut-être par la loi. Il faudrait permettre à des ONG et des associations qui ont dans leur statut le droit, la défense du droit à la bonne information, de se porter aussi partie civile. Oui, alors il y a deux choses très intéressantes en dehors du mépris général de ce personnage, qui vit à la tête d'une association subventionnée, bien entendu. D'abord, il nous dit qu'il y a les professionnels de l'info d'un côté, et de l'autre, il y a les falsificateurs. Alors, les professionnels de l'info, chapeau les gars, le Lancet. Qui a lancé l'affaire du Lancet ? Les professionnels de l'info. Qui a lancé tous les bobards de guerre, la fiole de Colin Powell pour déclencher la guerre en Irak et j'en passe ? Les professionnels de l'info. Qui nous explique que sur 30 terroristes ayant agi en France, il n'y a rien à voir avec l'immigration parce qu'il y en a 22 qui sont français ? Les professionnels de l'info. Alors franchement, les professionnels de l'info, ce sont surtout les professionnels de la désinfo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est le plus grave, c'est qu'ils nous expliquent mais il va falloir labelliser ceux qui certifient l'information et qui puissent agir en justice, c'est-à-dire une extension de la loi Pleven-Guesso aux associations entre guillemets anticomplotistes. Et on voit très bien ce gars-là qui nous dit, par ici la monnaie, je vais pouvoir me faire du blé en engageant des poursuites contre des malheureux qui auront peut-être été un peu imprudents dans leur info. Voilà, donc, et derrière, il y a la censure. Comme toujours, on va retrouver la censure tout au long de la volonté de censure tout au long de cet immédiat. Et pour conclure cette partie sur Hold Up, on a vu que le documentaire était très imparfait. Pour ma part, je l'ai trouvé beaucoup plus imparfait que vous, mais parce que pour moi, il était rempli d'approximations, d'erreurs et parfois même de manipulations. Ça pose un autre sujet, si vous me permettez, Nicolas. Ouais. C'est que la télévision, quelle qu'elle soit, y compris ce que nous faisons, est moins précise que l'écrit. Il y a un très bon article d'ailleurs sur Hold Up fait par Slobodan Despot dans sa revue qui explique, la télévision, ça simplifie forcément, c'est moins précis que l'écrit. Après, dans un documentaire, je suis désolé, mais on devrait être capable de mettre en perspective certaines erreurs. Le temps n'est pas infini. Si nous voulions faire une émission plus précise, plus complète,
il nous faudrait pas 40 minutes, il nous faudrait pas 50 minutes, il nous faudrait 3 heures. Vous me direz, utiliser 3 heures. En tout cas, ce qui paraît important dans cette histoire, c'est qu'il y a eu des manipulations, il y a eu des erreurs, il y a aussi des bons points, on peut le dire. Mais la problématique, c'est que toutes ces erreurs et ces manipulations volontaires ou non, elles partent d'un constat premier, populaire, qui est celui d'une grande colère. Et celui-là, il mérite le plus grand sérieux dans le traitement. Et on va regarder un extrait de ce reportage qui démontre bien qu'il y a une véritable colère populaire. On a le droit de s'interroger, c'est notre devoir. Puisque maintenant, on a la possibilité d'avoir accès à l'information, c'est tout ce qui nous reste. Moi, j'ai plus la télévision depuis 15 ans, donc je suis désintoxiquée. Donc je vais chercher mes informations ailleurs. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. J'ai envie de dire aux gens, mais dans 10 ans ou dans 20 ans, est-ce que vous pourrez regarder vos enfants dans les yeux et leur dire que vous ne saviez pas ? Alors, bien sûr, le reportage utilise l'émotion, mais ce passage de cette femme est très émouvant. Elle est indignée par les manipulations dont elle et ses proches font l'objet, et elle a le bon réflexe. Elle dit aux gens, allez voir ailleurs, allez voir les médias alternatifs, allez voir les réseaux sociaux, cessez de vous ahurir avec les médias mainstream, c'est très bien. En tout cas, elle le dit avec force, avec émotion. On sent la colère populaire, et c'est vrai que ce reportage aurait mérité vraiment beaucoup plus de sérieux pour traiter cette question-là, parce qu'il y a vraiment un sujet de la colère, et face à cette colère, les médias, ils n'ont qu'une seule réponse, Jean-Yves, c'est vraiment le mépris. Le mépris de classe. Le mépris de classe. Et vraiment, c'est délirant, parce qu'il pourrait essayer de comprendre. La classe des sachants, vis-à-vis de la glèbe ignorante. C'est ça leur vision des choses. Sachant que là, le boulot qu'on vient de faire de critique factuelle et qui montre bien à la fois les bons côtés et les limites du reportage, on l'a fait avec humanité et toujours en considérant avec respect les revendications de ces gens qui sont en colère. Mais les médias ne font pas ça, ils sont dans le mépris total, c'est ahurissant. Et justement, on a une petite lueur d'espoir dans les médias avec cette historienne interrogée par France Info. Une grande partie de nos concitoyens ne croient plus en la parole publique. Alors, dans la parole publique française, il y a eu un mélange entre les politiques qui donnaient des informations scientifiques ou médicales et des scientifiques, le conseil scientifique, qui donnait des consignes politiques. Ça, c'est déjà une confusion des genres. Mais au-delà de ça, et on comprend qu'il y ait des interrogations autour du Covid. À la fin de l'année 2020, on aura probablement 30 à 40 000 morts de plus. C'est pas négligeable. Peut-être qu'en 2021, on aura 30 à 40 000 naissances de moins. Ça, c'est, à mon avis, plus grave. Mais on verra. Il est trop tôt pour le dire, et peut-être que je me trompe, j'espère me tromper. Mais au-delà de ça, pour cette perte d'1 mois à 2 mois d'espérance de vie par les Français à cause de cette maladie, qu'est-ce qu'on a ? On a la suppression de toute une série de libertés. Liberté de circuler, liberté de se réunir, liberté de manifester, liberté du commerce, liberté de culte, liberté de prescription des médecins, liberté de conscience des médecins. C'est absolument effrayant. Et on nous explique très bien que ce n'est pas réversible. Puisque M. Castex dit, mais on va maintenir, au-delà du confinement, et même quand on sera sorti du Covid, on va maintenir un certain nombre de pratiques. Et donc, il y a une certaine disproportion entre cette maladie, qui est plus qu'une grippe, c'est vrai, qui n'est pas une grippette, mais qui n'est pas non plus une grande peste, et les conséquences sociales considérables, et les conséquences considérables sur nos libertés. Donc je comprends... Sans compter l'économie, d'ailleurs. Sans compter l'économie. Je ne parle pas d'économie, je ne parle pas des conséquences, d'ailleurs, certaines conséquences sur la santé. On dit qu'il y a 20% des gens qui sont en dépression, je ne sais pas si c'est exact, il y a à quoi ça correspond exactement. Enfin, il y a tout un ensemble, et donc je comprends qu'on se pose des questions, et on comprend pourquoi un documentaire, malgré ses faiblesses, ne vous en déplaise, bien fait, de ce type, et 6, 7, 8 millions de vues, malgré la censure. Parce qu'il devient très difficile à trouver. Ou grâce à la censure, ceci dit. Grâce à la censure, peut-être. Ah. Ouais, enfin, il est difficile à trouver maintenant. C'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. Quelque chose qui est censuré, on a envie de le regarder de plus. Passons à la revue de presse. Et pour commencer cette revue de presse, direction Libération avec le journaliste Pierre Plotu qui tweet
militants identitaires, royalistes ou de la cocarde, sont nombreux à partager sur leur réseau la fameuse photo des victimes du Bataclan, une honte et un manque de respect total vis-à-vis des victimes et de leurs proches, indigne. Oui, alors ce même journaliste a publié sur son compte Twitter un certain nombre de photos de morts et même d'enfants morts. Mais bon, la logique, on la connaît. L'émotion, elle doit être mise au service du camp du bien. Elle ne doit pas être utilisée par le camp du mal. Voilà. Et Pierre Plotu, militant antifa, encarté, journaliste à Libération, c'est le camp du bien, bien sûr. On se dirige maintenant vers Le Monde avec cet article que vous avez cité précédemment. Sur les 30 derniers terroristes confondus pour des actes commis sur notre sol, 22 étaient français, 8 seulement étrangers. Le lien entre terrorisme et immigration à l'épreuve des faits. Alors ça, c'est un mensonge total, parce qu'effectivement, il y a 8 étrangers et 22 français, français, issus de l'immigration. Par conséquent, le lien avec l'immigration, il est très fort, puisque c'est 30 terroristes, tous issus de l'immigration. Mais ces journalistes sont fous. Ils ne se rendent pas compte qu'avec ce genre d'affirmation, que les gens peuvent vérifier par eux-mêmes, ils ne sont pas complètement idiots, ils se décrédibilisent totalement. Il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Ouais, et puis il ne faut pas s'étonner après qu'effectivement des documentaires complètement imparfaits, mais finalement qui adressent une problématique réelle aient du succès. Hein. Bien sûr. Alors ça, c'est clair et net. Le service public n'est pas en reste, Jean-Yves, avec Célébdo, qui, donc, on l'a vu, avait accueilli Rudi Reichstadt et aussi Jérôme Fourquet sur le conspirationnisme. Et sur le même plateau, on avait d'autres personnes. Je vous laisse les présenter. Alors, Karine Lacombe, l'espoir du vaccin, ça c'est la prof de médecine officielle, en quelque sorte. Et puis, on a une anti-Trumpiste sur Trump, ça c'est pas très original. Et alors ça, c'est encore plus étonnant. On a Cédric Héroux, un héros de notre temps. Un héros de notre temps, c'est le passeur de clandestins. Peut-être d'ailleurs l'homme qui a passé ou aidé à passer le Tunisien qui a commis l'attentat de Nice. Mais c'est un héros de notre temps. Et on va s'intéresser maintenant à une séquence qui a beaucoup fait parler. Benoît Hamon qui menace Vincent Bolloré. Bolloré, Monsieur Bolloré, capitaine d'industrie à la tête d'une télé d'extrême droite, est un de ceux, Bolloré, qui est aujourd'hui en train de mettre de l'essence partout et d'allumer tranquillement des feux partout, avec Zemmour, Pro et compagnie. Moi, je suis consterné de ce qui est en train de se passer. Je ne demande pas qu'il y ait que les idées que je défende, mais la pensée dominante, c'est celle de Zemmour et toute la ribambelle de nationalistes belliqueux, frustrés, plein de ressentiments et plein d'aigreur, qui aujourd'hui se répand sur les réseaux sociaux, sur les chaînes info. J'ai dit que c'est news, mais je veux dire, aujourd'hui, on en trouve sur LCI, on en trouve sur BFM, on en trouve partout. Donc ça, c'est la pensée dominante. Zemmour, c'est la pensée dominante, financée par les gros cachets de Bolloré. Et bien, un jour, ces capitaines d'industrie, il faudra qu'ils rendent compte. Oui, alors, deux choses dans la déclaration d'Hamon. D'abord, il explique que la pensée dominante, c'est celle qui s'exprime dans l'émission de Pro ou l'émission de Zemmour sur CNews, qui sont vues entre 400 000 et 800 000 fois. Les JT, l'ensemble des JT, c'est 16 millions. C'est 16 millions. Alors, la pensée dominante, elle n'est pas là. Ça, c'est un premier déni. Un déni. Mais un déni, pourquoi ? Parce qu'il ne supporte pas une opinion différente de la sienne. Et d'ailleurs, son propos se termine par un appel à la censure. L'appel à la censure, c'est ce qu'on retrouve tout au long de nos émissions. C'est l'obsession de ces gens-là. Étant donné qu'ils sont dans le déni de réel, pour empêcher le réel de revenir, il faut le censurer. Et on a eu une célébrité en France, qui a agité en tout cas les médias français. C'est Barack Obama, qui était à la une de tous les médias, Jean-Yves, et qui a été interviewé notamment sur France 2. Oui, et puis alors on nous explique, il y a un journaliste qui nous explique qu'il avait des papillons dans le ventre quand il a interrogé le grand Obama. Alors Obama, c'est une certaine réussite politique. C'est quand même d'abord un produit marketing de l'appareil démocrate de Chicago, l'appareil démocrate de l'Illinois, qui sont des champions du monde de fraude électorale, et qui sont d'ailleurs les héritiers un peu lointains, c'est vrai, mais l'appareil démocrate de Chicago, dans sa filiation, il y a Al Capone qui était le capot des capots. Voilà, c'est ça l'appareil démocrate de Chicago. Alors, ils ont trouvé à Obama, c'est un bon produit. C'est pas que ça, Obama, quand même. C'est pas ça. Non, c'est pas que ça. C'est quelqu'un qui a déclenché un certain nombre de guerres et qui a fait tuer des dizaines de milliers de personnes sous des bombardements américains. Donc voilà. Mais ça gêne pas apparemment les journalistes de le recevoir. Je crois d'ailleurs qu'il a eu le prix Nobel de la paix. Mais la vérité, c'est le mensonge et la paix, c'est la guerre, on le sait.
Autre cas de fascination par rapport aux États-Unis, c'est cette tribune hallucinante de Christine O'Krent sur Jill Biden, la femme de Joe Biden, dans laquelle finalement on assiste à un numéro de cirage de pompe assez exceptionnel. Oui, mais enfin bon, classique. Ouais, Christine O'Krent, quand même, c'est une figure médiatique. Oui, donc, oui. Dupond-Moretti qui s'est illustré cette semaine. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il a évoqué le projet de modifier la loi de 1881 sur la liberté de la presse pour aboutir à l'éviction de ceux qui ne sont pas journalistes et qui ne méritent pas de profiter de cette loi, Jean-Yves. Alors ça, c'est assez extraordinaire, parce que effectivement, il y a des professionnels. On retrouve la même idée avec le spécialiste, entre guillemets, de la lutte contre les complots. Il y a des professionnels qui certifient la vérité, et il y a les autres qui doivent être censurés. Eh ben, la vérité, on la découvre par la confrontation. Vous voyez, même nous, on est d'accord sur beaucoup de choses, mais je pense qu'on aide les gens qui nous regardent à se faire leur propre opinion, précisément parce qu'on a des opinions différentes sur un certain nombre de sujets. Et pourtant, on est quand même pas sur des horizons idéologiques totalement opposés. Mais voilà, c'est la confrontation qui permet d'approcher la vérité. Et ce que ces gens-là veulent supprimer, c'est tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Passons au deuxième sujet, États-Unis, violence des antifas et fraude électorale. Ce samedi avait lieu à Washington une grande manifestation de soutien au président Donald Trump. Et le traitement médiatique français de cette manifestation a une fois de plus été extrêmement partial. Prenons l'exemple de cet article du Point, rédigé par Hélène Vissière. À Washington, les millions de pro-Trump étaient quelques milliers. Donc déjà, dans le titre, on a un parti pris, Jean-Yves. On a le bobard calculette classique. Parce que quand on regarde les foules présentes, à Washington, qui n'est pas du tout une ville d'ailleurs républicaine, pas du tout. Vraiment pas. Ouais. On voit qu'il n'y a pas quelques milliers de personnes, mais quelques dizaines de milliers de personnes, voire quelques centaines de milliers de personnes. Il suffit de voir, il suffit d'étudier la superficie occupée, on voit qu'on n'est pas de l'ordre du millier. Oui, c'est pas clair de l'ordre net. du millier. Oui. Ça, c'est du bobard calculette, c'est tout à fait classique. Rien de très original à cela. Alors, on a également d'autres éléments dans cet article. On a, par exemple, le fait que cette manifestation est présentée par la journaliste comme ayant un petit air de dernier baroud d'honneur. Le match n'est pas fini. Oui, le match n'est pas fini. Et puis, on a aussi des descriptions de personnes présentes, des adeptes des théories du complot, des groupuscules d'extrême droite comme les Proud Boys, une milice en gilet pare-balles, des évangéliques anti-avortement, très peu portent un masque. Les partisans qui ont souhaité l'élection de Biden, qui ont fêté l'élection, entre guillemets, de Biden, ne portaient pas de masque non plus. Bon, tout ça, c'est du vocabulaire diabolisant, du vocabulaire d'amalgame, et puis il y a le deux poids, deux mesures sur les affrontements avec les antifas, parce que quand il y a une manifestation et qu'il y a des affrontements, c'est parce qu'il y a des contre-manifestants qui viennent la perturber. S'il y avait eu une manifestation pour Biden et qu'il y avait eu des affrontements avec des pro-Trump, on aurait accusé les pro-Trump. Et assez logiquement. Il y a les gens qui organisent une manif, quand il y a des bagarres en marge de la manif, c'est ceux qui les agrèvent qui la cherchent. Faut pas renverser les rôles. Et sur ce point, je voudrais vraiment attirer l'attention des téléspectateurs, c'est vraiment de la manipulation médiatique pointue. Dans le sous-titre, dans le chapeau de l'article, on voit d'abord pacifique, la manifestation s'est terminée par des affrontements dans la capitale fédérale. Quand on lit ça, additionné à la partie dans l'article sur la question, dans la soirée, la tension est montée d'un cran et des incidents ont éclaté, des échauffourées ont opposé les deux camps. En fait, quand on lit à la fois ce sous-titre et cet extrait de l'article, on a l'impression que ce sont les manifestants qui ont été violents. Sauf que c'est pas du tout le cas. Vous vous souvenez, je crois que c'est la semaine dernière, ou il y a 15 jours, on avait montré un reportage où une journaliste montrait que les boutiques se barricadaient à Washington dans la crainte d'événements, d'incidents après l'élection. Ces incidents n'ont pas eu lieu parce que M. Biden a été proclamé élu, à tort peut-être, mais par les médias. Et il n'y a pas eu le moindre incident à l'occasion de la manif pro-Trump, sinon on nous aurait parlé là quand même. Non, bien sûr, ce sont les antifas qui ont attaqué, mais les médias ont présenté ça comme si les torts étaient partagés. C'est incroyable. C'est tout à fait classique. Ça fait 40 ans que ça dure. Oui. Ça, il ne se renouvelle pas beaucoup. Je suis d'accord. Il ne se renouvelle pas beaucoup.
Je suis d'accord. Et puis, il ne se renouvelle toujours pas sur la question de la fraude, puisque, on voit par exemple dans le traitement de cette manifestation, France Info qui déclare « Des partisans de Donald Trump rassemblés à Washington pour dénoncer des fraudes sans preuve ». Là encore, on a un traitement médiatique contre la fraude. Alors qu'en fait, il y a un dossier qui montre qu'il y a des centaines et des centaines d'incidents, d'anomalies électorales qui peuvent être des erreurs peut-être, mais dans beaucoup de cas, qui sont manifestement des erreurs volontaires. Alors qu'est-ce qu'il y a ? On en a déjà parlé. Il y a les morts qui ont voté, il y a les identités qui n'ont pas été contrôlées, il y a pas mal de bulletins qui ont été égarés. Ah mince, alors il y a un paquet de bulletins. Entre nous, je ne sais pas comment c'est organisé, parce que des bulletins qui s'égarent, en plus, ils n'étaient pas contrôlés. Enfin bon. Et sachant que quand on les retrouve, on a souvent... Alors peut-être qu'on a un biais un petit peu là-dessus, mais a priori, ils sont tous plus ou moins pour un certain candidat plutôt qu'un autre. Oui, voilà, c'est des bulletins Trump, manque de chance, qui avaient été mis de côté. On a, qu'est-ce qu'on a aussi ? On a quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Les contrôleurs républicains qui ont été interdits de salles de vote dans certaines salles de dépouillement de Pennsylvanie et du Wisconsin et du Michigan. Or, il est évident que s'il n'y a pas de contrôleur dans la salle, tout peut arriver. Et il y a une nouveauté cette semaine, Jean-Yves. On a un élu républicain de Détroit qui a refusé de signer le résultat du comté des bureaux de vote, car le nombre total de votes dépouillés ou annulés ne correspondait pas exactement au nombre de bulletins émis. Donc il y avait une irrégularité. Oui. Sauf que, en ayant refusé de valider cette irrégularité, les médias se sont déchaînés contre lui. Oui, alors ils ont été rechercher sa page Facebook, ils ont trouvé quelque chose d'humoristique, ou plus ou moins humoristique, d'il y a 10 ans, qu'ils ont accusé d'être raciste, et puis ils ont fait pression sur lui. Ouais. Ils ont fait pression sur lui, donc dans un premier temps, il s'est retiré, il a cédé à la pression. Par signer, puis après, il a repris, voilà. Bon, on est dans des processus d'intimidation. Ouais. Ce simple fait montre qu'il n'y a pas une liberté électorale complète aux États-Unis, en tout cas dans les grandes villes américaines démocrates, et même, on peut dire, parce que c'est la réalité sociologique et ethnique, dans les grandes villes américaines démocrates à majorité noire. Et pour finir cette émission, Jean-Yves, vous avez un coup de chapeau. Un coup de chapeau à nos amis de Brésinfo qui se sont fait allumer par NewsGuard, qui est un site international de contrôle des fake news, parce qu'ils avaient protesté contre la censure d'une vidéo. Alors peut-être que la vidéo ne comportait pas des faits complètement exacts, mais ce qu'ils avaient dénoncé, c'est la censure de la vidéo, estimant que c'est aux gens de se faire leur opinion. Ils n'ont pas répondu à NewsGuard. En gros, ils leur ont répondu, écoutez, circulez, allez vous faire voir. Nous sommes en guerre médiatique et vous n'avez aucune légitimité pour nous dire à nous ce que nous devons faire ou non. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il ne faut pas céder à l'intimidation de la pensée unique, du conformisme dominant. C'est bien noté, c'est un conseil que les téléspectateurs d'Immédiat mettent en pratique le plus souvent possible. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.